du DAX. Ils sont nés tous les deux un 1er janvier 1988 sur une base 1000. Et à 17h36 ce soir, le CAC 40 Global Return vient de nous péter un magnifique record absolu à 12 646. Son précédent sommet datait, lui, de 2015, c'était 12 340 autour. Le CAC 40 Global Return, c'est le CAC 40 qui est calculé exactement comme le DAX. Le CAC 40 avec les dividendes réinvestis. Le DAX 30 est calculé depuis l'origine, depuis 88, avec le dividende réinvesti. Donc, si on veut vraiment savoir quelle est la performance absolue des valeurs françaises par rapport aux valeurs allemandes ou autres, il faut prendre ce CAC Global Return. Donc, aujourd'hui, il aligne un 3e record historique consécutif. Et depuis le 3 mars, il a battu 8 records absolus. Il avait une légère avance sur le DAX en fin d'année 2016, et cette avance aujourd'hui est encore plus substantielle, puisqu'on a un DAX qui plafonne encore en dessous des 12 300, et donc on a un CAC à 12 675. Alors ce matin, de quoi parlions-nous avec Olivier Angers concernant les élections? On est arrivé à la conclusion que ça n'allait pas avoir une influence ni un impact très important pour le trading, pour les actions, puisque les deux candidats favoris aujourd'hui, je ne parle pas de Marine Le Pen, je parle moi des candidats qui ont développé leur programme et qui sont pressentis comme étant potentiellement au 2e tour, ils n'ont pas de projet sur une réforme de la fiscalité des valeurs mobilières, des OPCVM, etc. Alors peut-être que M. Macron, lui, envisagerait en quelque sorte d'unifier la fiscalité des contrats d'assurance vie, CSG incluse. Alors ça serait une excellente nouvelle pour des gens qui ont des patrimoines de 10 millions et plus, puisque ceux-là sont soumis marginalement à un niveau d'imposition qui est d'environ 65%. Si jamais M. Macron l'emporte et qu'il parvient à imposer cette imposition unifiée des contrats d'assurance vie, les ultra-riches se retrouveront avec exactement le même niveau d'imposition forfaitaire aux alentours de 35%. Donc excellente nouvelle pour ceux d'entre vous qui appartiennent aux 0,1% des actionnaires et des détenteurs de patrimoine financier les plus riches. Sinon, pour le reste des élections, ça ne va pas changer grand-chose pour les actions. Alors, est-ce que ça change quelque chose pour les obligations? Est-ce que M. Macron ou M. Fillon sont considérés comme plus ou moins crédibles du point de vue des créanciers de la France? A priori, M. Fillon a un discours constant depuis 1988. La France est en faillite. La France était en faillite avec 50% d'endettement, puis avec 60% d'endettement, puis maintenant on est à 100% d'endettement, on est toujours en faillite. Il faut toujours combattre l'endettement. M. Macron ne dit, lui, pas grand-chose sur ce sujet. En tout cas, ni M. Fillon ni M. Macron ne constituent une source de stress pour les créanciers de la France. Donc, il ne faut pas craindre que les élections débouchent sur un pic de volatilité, un pic de tension sur l'obligataire. Pour un créancier qui cachait des OAT de très très loin, finalement, que cet argent qu'il nous prête serve à financer un système un peu dysfonctionnel, un secteur public hypertrophié, ou que ça serve à financer, je ne sais pas, des Français qui vont jouer au casino, on s'en fiche. Le créancier, lui, il ne sait pas comment ça fonctionne. Tout ce qu'il veut savoir, c'est si la France est un pays en capacité de rembourser ses dettes, quoi qu'il fasse de l'argent qu'on lui prête. Donc que la France soit bien ou mal gérée, ce qui importe surtout aux créanciers, c'est la capacité qu'a le gouvernement à lever de l'impôt. Et pour ça, on est champion du monde. Voilà, donc pour résumer, eh bien, les élections aujourd'hui, à moins d'essayer de se faire peur avec Marine Le Pen,
vous avez pu le constater, il n'y a pas de vraie tension sur l'obligataire, et s'il y en a une petite depuis le début de l'année, elle est moins appuyée que ce qu'on a pu observer même sur les T-bonds américains, et bien moins sévère que ce qu'on a constaté sur les bonos espagnols ou sur les BTP italiens. Donc pas de tension sur les taux et sur les actions, et bien un CAC 40 qui tient tout à fait son rang, qui est toujours loin devant le DAX, là je parle donc en dividende réinvesti, et un CAC 40 qui ce soir, alors quand même on va pouvoir applaudir ça, le CAC 40 à la clôture, exactement à la clôture, à 17h35, vient de battre le S&P 500, qui lui était englué à 0, alors que le CAC 40 termine à plus 0,65. Donc le CAC 40 bat sur le fil le S&P 500, yeah, et bat bien sûr à plat de couture le pauvre Dow Jones, qui peine aujourd'hui avec plus 4,80 depuis le début de l'année, quand le CAC 40 fait 5,35, le DAX environ 6,4 et les champions de la hausse, les Hollandais, font 7. En tout cas, vous voyez, les élections, pour l'instant, ce n'est absolument pas un motif de se retenir d'acheter des actions ou des obligations. Si je veux un peu résumer, reprendre un peu, regrouper un petit peu des idées qui étaient intéressantes, qu'est-ce que tu considères plutôt qu'on peut continuer à acheter du CAC? Alors tu es pas très précis dans tes chiffres quand même, puisque tu n'as pas dit, mais tu dis on ne peut pas se retenir d'acheter des actions, donc il faut y aller. Donc pour l'instant, je ne sommes pas maître en train de dire ça, mais je l'ai peut-être pensé très fort. Oui, alors, donc c'est très simple. Donc, si les banques centrales continuent d'injecter de l'argent comme elles le font, les actions vont monter. C'est comme si on souffle de l'air chaud dans une montgolfière, ça va continuer. D'accord, ouais, mais la question qu'on pose ici, enfin que je pense les éditeurs veulent savoir, c'est est-ce que, alors tu dis les banques centrales vont continuer d'injecter de l'argent, est-ce qu'elles vont le faire? Alors tu veux me dire, ben, je ne suis pas devin, peut-être, mais également, moi, ce qu'attendent les gens, c'est de savoir s'il faut acheter du CAC ou pas, s'il faut acheter des actions ou pas, s'il faut peut-être attendre et se positionner, s'il faut peut-être se méfier et alléger, donc il y a différentes possibilités, différentes stratégies. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Donc tu me dis, selon ce que vont faire les banques centrales, alors a priori les banques centrales, pour l'instant, la Fed a arrêté son quantitative easing et est plutôt en train de restreindre sa politique. Les taux sont en train d'augmenter. Pas du tout. Attends 2 secondes. Il me semble, tu vas pouvoir me contredire, oui. Il me semble que les taux sont en train de remonter. Régulièrement, on a 0,25 en plus. Ils annoncent qu'ils vont en remonter 3 fois cette année. Donc là, tu vas me contredire. Et quant à la BCE, commence à annoncer que quantitative easing, on est peut-être à la fin. Ils n'ont pas encore assez arrêté. Peut-être que c'est du bluff, peut-être que c'est du cinéma. Je suis d'accord, mais qu'est-ce que tu penses là-dessus? Donc ça permettrait de dire un peu par rapport à ce que tu penses sur les actions, s'il faut continuer d'en acheter, stopper, alléger, ou voire en vendre. C'est un petit peu ça ce que les gens veulent. Écoutez, c'est très simple. Si on est pragmatique et que l'on respecte son money management et l'attitude qu'on se fixe en tant que trader, on suit la tendance, c'est tout. Et depuis juillet 2012, M. Draghi a déclaré whatever it takes. Ça veut dire qu'il n'y a plus de marché. La Banque centrale a pris le contrôle complet du marché. Oui. Fin janvier, la Fed laisse entendre que finalement, la hausse de taux, le premier tour de vis pourrait intervenir finalement peut-être plus tôt que ce qu'on anticipait, juin. Et on comprend finalement que ça va être mars. Entre le 15 janvier et le 15 mars, la Fed a injecté 267 milliards de dollars, dont vous n'avez probablement jamais entendu parler. Parce que pendant qu'elle injectait ces sommes colossales pour nous faire digérer la hausse de taux, pendant ce temps-là, eh bien, les commentateurs discutaient du sexe des anges. Alors, le nuage de points, le dot plot, est-ce qu'on aura 3, est-ce qu'on aura 4? Mais on s'en fiche complètement. On s'en fiche complètement. Si la Fed, à chaque fois qu'il y a un tour de vis, injecte de 250 à 280 milliards de dollars
dans les 2 mois qui précèdent un mouvement sur les taux, c'est juste qu'on remet de l'air chaud dans le ballon. C'est tout, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, est-ce que les banques centrales vont continuer d'injecter? Bien entendu, parce que les banques centrales se fichent complètement de l'état de l'économie. La seule chose qui leur importe, c'est de maintenir en équilibre les marchés financiers. Parce que c'est un schéma de Ponzi, c'est un gigantesque Madoff, et on ne peut pas faire machine arrière. Donc, on ne peut continuer, les banques centrales ne peuvent que continuer d'injecter. Donc vous savez que quoi qu'il arrive, elles vont injecter, d'ailleurs, c'est pour ça on en est tellement convaincus, qu'il n'y a plus aucun retracement. Depuis le 7 novembre dernier, il n'y a eu aucun retracement, il n'y a plus de retracement d'aucune sorte. Vous le regardez en daily, vous avez 120 séances sans retracement. Depuis 1894 sur le Dow Jones, ça n'est jamais arrivé, mais ça arrive maintenant. En hebdo, vous regardez, il n'y a aucun retracement. Et en mensuel, vous avez 2 mois de stabilité et le reste, ce n'est que de la hausse. Le terme consolidation n'existe plus. Le terme retracement est banni du vocabulaire. Parce qu'en fait, le risque est tel maintenant, les indices sont tellement hauts, le risque est tel en cas de cassure de support des droites de tendance, les algos vont se déclencher dans l'autre sens et on ne pourra plus rien arrêter. Vous savez qu'on est dans un monde newtonien qui est action-réaction. Chaque fois qu'il y a une action dans l'économie réelle, qu'il y a éventuellement des vents contraires, vous avez la Banque centrale qui va injecter immédiatement de l'argent pour maintenir en hausse et en lévitation les indices et les obligations. Donc, à partir du moment où le marché ne mesure plus rien de l'économie réelle, et qu'il est, on va dire, complètement hors sol et complètement piloté à la hausse par les banques centrales, ne vous inquiétez pas, les banques centrales vont continuer jusqu'au jour où ça ne marchera pas. Mais on peut imaginer que les 1, 2, 3 prochaines injections vont encore fonctionner, ou pas. Voilà, c'est tout. C'est pas la peine d'essayer de comprendre si l'économie va mieux ou va plus mal. La seule chose à surveiller, c'est combien les banques centrales injectent. Alors, je ne parle pas des injections de 60 milliards par mois de la BCE, moi je parle de ces opérations qui s'appellent des OMT ou des POMO pour la Fed, c'est-à-dire qu'à n'importe quel moment du mois, de façon totalement discrétionnaire, la Banque centrale peut mettre sur la table, donc à la disposition des spécialistes des valeurs du Trésor, c'est-à-dire des plus gros intermédiaires financiers d'Europe et des États-Unis, elle peut leur mettre 50, 100 milliards, autant qu'elle veut, sur la table, un jour, et reprendre la liquidité ensuite au fil des semaines. En fait, c'est quand la Fed publie son bilan que vous vous apercevez que, en plus des 60 milliards qu'elle rachète tous les mois, parce que ça c'est prévu, c'est le calendrier, elle peut mettre 50 milliards de plus. Ce qu'il faut. Comme le jour de l'élection de Trump, les banques centrales ont mis nos limites pour soutenir les marchés. Le lendemain du Brexit, c'était également nos limites pour soutenir les marchés. Donc les marchés ne peuvent absolument plus baisser. Aucun élément d'actualité n'a plus aujourd'hui d'importance. Donc là, je pense que vous pouvez être effectivement très rassuré. Quoi qu'il advienne, les banques centrales sont contraintes aujourd'hui d'aller jusqu'au bout et de ne permettre aucun mouvement de retracement à la baisse. Entendu. Donc je pense qu'on a un peu comme ça vu l'état d'esprit qu'avait Philippe. Donc on va essayer de voir comment réagit le marché et si ce que tu dis peut être conforté par l'évolution du CAC 40. Alors, Jean-Louis, toi, qu'est-ce que tu penses? Comment tu vois les choses? Est-ce qu'il y a quelque chose de précis? Est-ce que c'est clair? Est-ce que tu conseilles aux gens de rester en position, d'alléger, de vendre? Qu'est-ce que tu peux conseiller aux gens qui pourraient partir ce soir et se poser des questions et regarder un peu leur portefeuille et en rentrant chez eux se dire « Ah, quand même, je suis allé un petit peu trop loin, peut-être qu'il faut que j'allège ou il faut que je continue. » Comment tu vois les choses? Bonsoir tout le monde, merci d'être resté si tard déjà, parce que c'est vrai que nous sommes vendredi soir, donc c'est pas évident. On est tous un peu fatigués, surtout Philippe. Enfin, je le taquine parce que ça fait 25 ans que je le connais quand même, hein, c'est pour ça. Mais lui aussi, hein. On se connaît depuis 25 ans nous tous. Là. Donc, ouais, on s'est connus il y a longtemps. Alors déjà, le total return, là, il faut vraiment que vous soyez conscient que c'est en fait la valeur du portefeuille, c'est-à-dire c'est pas la valeur des sociétés, c'est la valeur de ce que vous auriez théoriquement dans la poche
avec à la fois la hausse des sociétés et les intérêts cumulés, les dividendes cumulés. Donc la base de comparaison n'est pas possible. Vous ne pouvez pas comparer ce qui se passe, le niveau d'aujourd'hui et le niveau d'il y a 3 ans, 4 ans, 5 ans, etc. C'est pas possible. Le seul indice qui justement est publié comme celui-ci, c'est le DAX, et tous les autres représentent en fait la richesse des sociétés, et le dividende qui est distribué n'est plus dans la société, ne fait plus partie de la richesse de la société. Donc il est normal que le CAC 40, comme le SPI et comme les autres, soit calculé, si vous voulez, hors dividende. Et si on regarde la richesse des sociétés, ce que en tout cas ça représente aujourd'hui, partons du principe qu'on a enlevé toutes les mauvaises, puisque le système de pondération fait que, par exemple, Dexia a disparu depuis longtemps, alors que souvent dans la poche des investisseurs, il y a encore parfois. Évidemment, c'est pas la même chose. Il faut savoir jongler avec les sociétés qui rentrent et qui sortent. Donc, on est à 5100 et cet indice a valu pas loin de 7000. Donc, en théorie, il y a de la marge. En théorie, il y a de la marge si on considère que l'économie se porte bien et peut continuer à bien se porter. Alors, se porte bien, j'en sais rien. Peut continuer à bien se porter, j'en sais rien. La visibilité étant ce qu'elle est, il est difficile de porter un jugement avec tous les artifices qui sont apportés à ces marchés sous prétexte qu'après la crise de 2008, il fallait faire quelque chose. Ça a été fait, au-delà de ce qu'on pouvait même imaginer, c'est vrai. Donc, aujourd'hui, vous avez des flux qui sont très... Enfin, il n'y a pas de programme d'achat, pas de programme de vente, les sociétés de gestion sont très méfiantes, et souvent elles sont sous-investies. Donc, quand le marché monte comme ça, ils ont un problème de benchmark, c'est-à-dire surperformer autant que les portefeuilles. Donc, à un moment donné, si vous voulez, quand le marché monte, ils sont obligés d'acheter. Donc, s'ils ont s'ils sont, imaginons, à 0,5 au départ, le marché monte.